Donc, bonjour tout le monde. Je verrai avec vous la question gastrite aiguë et chronique. On va voir durant toute cette conférence la dualité qui existe entre ces deux entités, qui sont certes proches, mais qui ont une présentation et une définition qui sont complètement différentes. D'autre part, vous verrez que dans un cas, vous êtes confronté à un cas d'urgence et dans l'autre cas, vous êtes confronté surtout à la difficulté de faire le diagnostic. Nous allons voir les aspects sur le plan clinique, endoscopique et histopathologique de cette pathologie. Comment je passe? Zmouchi, tu as une mauvaise connexion parce qu'on t'entend, ta voix coupe. Tu utilises la 3G là. Comment je passe? Parce que tu passes. J'ai la 3G. Parce elle est faible ta connexion. S'il y a un autre qui partage, il vaut mieux tout consacrer à ça. Non. Ta voix est saccadée, ça coupe. Non, il n'y a pas d'autre partage. C'est avec le téléphone, je n'ai pas d'autre moyen. Tu m'entends là? D'accord, je t'entends. Tu peux y aller là. Donc, comment c'est gastrite chronique? On va avoir deux choses. Et deux choses. Vous devez avoir un chronique, mais c'est par la nature de l'infiltrat inflammatoire. Donc, l'infiltrat inflammatoire chronique est caractérisé par le type lymphoplasmocytaire. Donc, je l'ai souligné parce que ce sont les lymphoplasmocytes qui signent la nature chronique de degré variable d'anomalie de la cinétique ou de la différenciation épithéliale. Quel est l'intérêt de cette question? L'intérêt est multiple. D'abord parce que les gastrites, c'est un problème qui est fréquent en gastroentérologie. Le diagnostic, on l'a dit au départ, il est essentiellement histologique. L'endoscopie va permettre le diagnostic et surtout la réalisation de biopsies. Les gastrites ont plusieurs aspects que nous allons voir plus tard. Les étiologies en Algérie sont dominées par l'infection par Helicobacter pylori. Et l'intérêt aussi de connaître les gastrites chroniques, c'est qu'il y a des états précancéreux qu'il faut déterminer pour instaurer un programme de surveillance. Alors, quels sont les aspects généraux de la gastrite? Donc, je l'ai dit au départ, on va voir le côté clinique, endoscopique et histologique. D'abord, cliniquement, la caractéristique principale des gastrites chroniques, c'est qu'elles sont asymptomatiques ou paucisymptomatiques. Ça fait partie des particularités de la gastrite chronique. Le faible potentiel d'expression clinique est assez caractéristique de la gastrite chronique. Donc, et lorsqu'on a des symptômes, ce sont plutôt atypiques d'inconfort ou de douleur, ou alors des symptômes qui sont liés directement à la carence en vitamine, notamment la carence en vitamine B12, comme c'est le cas dans l'anémie de Biermer et la gastrite auto-immune de Biermer. On peut avoir des signes de fatigue, etc. On peut avoir des nausées, des vomissements, des sensations de brûlure, une sensation de pesanteur post-typique. Maintenant, sur l'antigate, vous voyez ici, certaines plages qui peuvent témoigner de gastrite atrophique. Ici, vous avez une muqueuse qui est pâle, donc indirectement, on suspecte une gastrite atrophique.
Ici, زموشي c'est pardon. région زموشي phensique. زموشي Donc, donc où on a une raréfaction des plis. زموشي pardon. Pardon? Tu peux Oui? désactiver ta caméra, comme ça, avec le son s'améliore, parce que ça se coupe. La vidéo, tu coupes la vidéo. Vas-y. Non, tu coupes la vidéo, ta vidéo. J'ai mis vidéo. Allez, Non, tu non. sais, le problème, c'est la connexion. Je sais, pour essayer d'optimiser la connexion, mets ta présentation PowerPoint, Oui, parce que tu l'as enlevée. je l'ai remise. Vous l'avez? Remets-la. Là où c'est Vous écrit démarrer l'avez? vidéo, oui, on l'a. Démarrer vidéo, tu coupes ta vidéo. تحت l'icône تحت. Qui met le micro. Tu coupes le micro, tu Vous coupes ta l'avez? vidéo. Tu sais, même moi, je t'en presque pas. Est-ce que tu peux couper ta vidéo? Ma vidéo, d'accord. Oui. On laisse que le son. D'accord. Je la réduis. Ici, je la coupe. Non, il y a une icône. Il y a une icône. Là où c'est écrit microphone muet, etc. Couper mon audio, couper ma vidéo. Là, par exemple, là, tu me vois. Je Oui. coupe ma vidéo, je pars. Pour que, j'ai masqué la vignette de la vidéo. J'ai affiché en petit la vidéo. allez, je m'allais, sinon tu poursuis comme ça. Ça va. Tu fais dire je suis à le Wi-Fi. Et... Ah. Mais là, vous ne me voyez plus. Si, on te voit, on te voit. Je ne sais pas Sinon, comment comme ça. l'enlever. Désolée. Hein. Poursuis comme ça, Marie. Donc, je passe toujours à la gastrite atrophique. Ça passe pas. Parce que partager de mon téléphone, ça me va. Mettre. Vas-y, on te voit, on t'entend. J'arrive pas à passer la slide. Je crois qu'il y a un problème avec la. Les flèches. Je crois qu'on va reporter. Oui, les flèches, mais ça marche plus. Je sais pas, ça bloque. Allez, je vais dire clique dessus. Clique sur la slide, ça passera à la slide suivante. Vas-y, clique. Voilà, c'est bon. Donc ici, on voit en endoscopie la région phendique, donc en rétrovision. Vous voyez ici l'endoscope. Et donc les plis qui sont complètement affaissés, qui sont aplatis. Ici, c'est les aspects, c'est les différents aspects qu'on a d'une gastrite à HP. Donc, gastrite érosive, vous voyez aussi une surélévation avec une érosion au centre. Ici, bien sûr, c'est le pylore et l'angulus. Vous avez l'aspect de la muqueuse érythémateuse, c'est l'aspect le plus classique. Et on peut avoir l'aspect de gastrite érosive nodulaire, qui montre les différents aspects qu'on peut avoir dans une gastrite à HP. Donc là aussi, un des aspects qu'on peut avoir quand on a une infection HP, c'est cet aspect donc mamelonné de la surface de la muqueuse gastrique. Alors histologiquement, comment ça va se présenter? Donc nous avons à l'état normal donc une muqueuse gastrique qui est composée bien sûr d'un épithélium de surface fait de cryptes et de glandes, et en dessous vous avez le chorion. Quand on a une gastrite chronique, on a des lésions qui sont dites élémentaires et parfois des lésions spécifiques. Quand on a de la chance, on peut avoir des lésions spécifiques. Quelles sont les lésions élémentaires histologiques? On a d'abord l'inflammation, bien sûr. Inflammation, c'est obligatoire, c'est dans la définition de la gastrite. It, c'est inflammation. Gastrite, c'est l'inflammation de la muqueuse gastrique. Donc l'inflammation, où est-ce qu'on la repère? C'est au niveau du chorion.
Et au niveau du chorion, on a un infiltrat, on l'a dit, de type lymphoplasmocytaire qui signe la nature chronique de la gastrite et il est associé à un degré variable de fibrose. Vous savez que l'inflammation, lorsqu'elle évolue, elle aboutit à la fibrose. L'activité d'une gastrite est déterminée par l'infiltrat ou par la présence de polynucléaires neutrophiles. Alors, lorsque vous en avez peu, on parle d'activité une croix, moyennement deux croix et forte activité de la gastrite, 3 croix de PNN. On va voir ça mieux dans la classification de Sidney. L'extension d'infiltrat, vous l'aurez toujours de la surface vers la profondeur. Deuxième lésion élémentaire, c'est l'atrophie des glandes. L'atrophie des glandes intéresse en particulier les cellules à mucus. Et les glandes deviennent, donc, lorsqu'elles sont atrophiques, elles deviennent rares et remplacées par de la fibrose. Troisième lésion élémentaire, c'est la dégénérescence de l'épithélium. Alors, lorsque l'épithélium dégénère, ça se fait toujours de la surface et au niveau des cryptes. Et elle peut donner lieu à une métaplasie, voire à de la dysplasie. Vous comprendrez que c'est un état qui est inquiétant, que c'est un état à surveiller, d'autant plus que la dysplasie est d'abord de bas grade, ensuite de haut grade. Lorsqu'elle est de haut grade, ça signifie qu'il y a des anomalies architecturales et des atypies cellulaires et que ce sont donc des lésions à surveiller parce qu'il y a un risque de cancer. Sachez que toutes ces lésions, c'est-à-dire à partir de l'atrophie, les lésions deviennent atrophiques. Elles deviennent irréversibles. Alors, quelles sont les lésions spécifiques qu'il faut rechercher? Donc, vous avez les granulomes. Lorsqu'on en trouve, ce sont des gastrites granulomateuses. Vous avez l'hyperplasie folliculaire lymphoïde. Donc, ça veut dire que c'est une gastrite potentiellement folliculaire et c'est souvent rencontré au cours de la gastrite AHP. Vous devez compter le nombre de lymphocytes intraépithéliaux, donc l'histopathologiste compte le nombre de lymphocytes intraépithéliaux et lorsqu'ils sont supérieurs à 30 par 100 cellules épithéliales, ça signifie que c'est une gastrite lymphocytaire. On a ensuite l'infiltrat polynucléaire éosinophile. On n'est pas censé trouver beaucoup de cellules, de polynucléaires éosinophiles dans la muqueuse et lorsqu'on en a un, il faut les quantifier. Il s'agit de le collagène, lorsque vous avez le collagène. Bien sûr, c'est systématique, il faut rechercher l'infection par Helicobacter pylori. Elle doit être quantifiée, donc on va parler d'infection une croix, 2 croix ou 3 croix en fonction de l'importance de l'infection, de l'importance de la présence de la bactérie dans le prélèvement. Ici, vous voyez donc au fort grossissement, Helicobacter pylori sous forme de petits bâtonnets au sein du mucus. Alors, la classification des gastrites chroniques, la classification la plus commune dans le monde, c'est la classification de Sidney. Elle est ancienne, mais elle est toujours d'actualité. Donc, elle se base sur des critères histologiques. Donc, il faut toujours préciser le siège des prélèvements. Donc, est-ce que c'est l'antre? Est-ce que c'est le fundus? Est-ce que c'est pangastrique? Elle doit préciser donc s'il existe ou non des lésions spécifiques qu'il faut grader. Vous avez vu, 1 croix, 2 croix, 3 croix. Il faut que l'histopathologiste nous donne son orientation étiologique. Maintenant, on a aussi les critères endoscopiques. On doit nous préciser où est-ce qu'on a fait nos prélèvements au niveau de l'antre, du fundus ou au niveau de l'ensemble de l'estomac. Il faut préciser donc l'aspect macroscopique, ce qu'on a vu endoscopiquement. On a vu des érosions, on a vu des nodules, on a vu des ulcérations, on a vu un aspect érythémateux, on le décrit et on essaye de le quantifier. Et enfin, il faut donner les associations pathogéniques, c'est-à-dire que l'histopathologiste doit être informé de ce que vous avez comme données cliniques et biologiques. Il s'agit de leur souffler les biologies, mais il faut les orienter pour rechercher telle ou telle pathologie, surtout si c'est des pathologies relativement rares. Là, vous avez la classification, l'illustration de la classification de Sidney. Donc, je vous invite à voir l'aspect normal donc de la muqueuse. Ici, donc, vous avez l'infection par Helicobacter pylori, l'infection qui est représentée par la présence de ces petits, comme des petites fourmis, donc des petits bâtonnets de HP. Là, vous mettez donc infection 1 croix, 2 croix, et 3 croix d'infection HP. Ici, vous avez l'infiltrat aneutrophile. Vous voyez, à l'état normal, il n'y en a pas.
l'infiltrat neutrophile détermine, donc on a dit, l'activité de la gastrite chronique. Ici, c'est une activité minime, modérée, sévère, ou bien une croix, 2 croix, 3 croix. Même chose pour les monocytes. Ici, vous avez l'atrophie. Vous voyez la densité des glandes à l'état normal, donc au niveau de l'antre. La seule différence, c'est le siège. Ici, vous avez l'antre et ici, vous avez le corps. Donc, à l'état normal, vous voyez la densité des glandes. L'atrophie, donc, ici, elle est minime, elle est modérée, elle est sévère. C'est la raréfaction des glandes. Là aussi, vous avez l'aspect des glandes qui est un petit peu différent. Et pareil, la raréfaction des glandes détermine l'atrophie. Enfin, la dernière lésion, c'est la métaplasie. La métaplasie, donc à l'état normal, donc voilà l'aspect. La métaplasie, c'est les zones noirâtres, c'est les zones qui changent. Donc, c'est un remplacement d'un tissu par un autre. Et donc, vous voyez ici, elle est minime, elle est modérée, et ici, elle est sévère. Elle touche pratiquement l'ensemble des cellules glandulaires. Enfin, la classification qui est utilisée en Algérie, on utilise la classification gastrite liée ou non liée à HP. Pourquoi? Parce que l'importance de l'infection HP en Algérie est telle qu'on est obligé de déterminer le statut lié ou non à l'infection par HP. Pour ce qui est des gastrites liées à HP, alors celles qui sont liées à HP, il faut savoir qu'il y a plusieurs types histologiques, mais il y en a 2 qui sont les plus souvent rencontrés. Donc, la première, c'est la gastrite atrophique multifocale, et la seconde, c'est la gastrite atrophique antrale, à prédominance antrale, pardon. Alors, il y a plusieurs différences, bien que l'agent causal est le même. Alors, d'abord, sur le plan histologique, dans la gastrite multifocale, vous avez un infiltrat mononucléé de l'atrophie et une éventuelle métaplasie. Dans le deuxième cas, l'atrophie est faible, voire absente. Il n'y a pas de métaplasie. Par contre, on peut avoir des follicules lymphoïdes. Le siège de l'atteinte dans la gastrite multifocale, d'où son nom, s'intéresse en particulier à la petite courbure antrale, puis ça s'étend à l'ensemble de l'estomac. Dans la gastrite antrale, on a une atteinte à prédominance antrale. On a dit que l'agent causal est le même, c'est HP, mais le terrain n'est pas le même. Dans la gastrite multifocale, ça touche essentiellement le sujet âgé, et dans certaines régions géographiques, c'est les régions dans les pays, ça touche essentiellement les pays développés, alimentation riche. Par contre, la gastrite antrale, elle touche essentiellement le sujet jeune, niveau socio-économique bas, niveau de vie relativement bas. Dans le premier type, vous avez une tendance à la constitution d'un ulcère gastrique, et l'ulcère gastrique se fera essentiellement au niveau des zones atrophiques. Par contre, dans la gastrite à prédominance antrale, vous avez essentiellement une tendance à l'ulcère bulbaire. Dans le premier cas, c'est-à-dire dans la gastrite multifocale, vous avez, comme il y a de l'atrophie, un risque de métaplasie, de dysplasie et donc de carcinome in situ, puis d'adénocarcinome gastrique. Dans le deuxième cas, c'est la gastrite folliculaire qui va se constituer et un risque d'acquisition du tissu MALT, mucosé associated lymphoma tissu, qui peut faire le lit du lymphome gastrique, qui est le lymphome du MALT. Donc, vous voyez que le risque néoplasique n'est pas du tout le même. Le traitement, lorsqu'on a une gastrite HP, c'est le même, donc, quelle que soit la localisation de l'atteinte. Mais vous voyez, lorsqu'on repère des lésions éventuellement précancéreuses ou bien des lésions inquiétantes, vous êtes obligé de revoir, donc la surveillance est de mise. On passe aux gastrites non liées à HP. Alors, les gastrites non liées à HP, il y a celles qui ont des lésions spécifiques et il y a celles qui n'ont pas de lésions spécifiques. Je commence par celles qui ont des lésions qui n'ont pas de lésions spécifiques. Alors, on va voir un tableau qui récapitule les gastrites atrophiques phendiques auto-immunes après cette plaque. Je vais juste commencer par la gastrite chronique chimique ou réactionnelle. Donc, une gastrite chimique ou réactionnelle, c'est une gastrite qui se constitue en réaction à un facteur agressif endogène. Donc, on a cité l'exemple essentiellement des selles biliaires. C'est le reflux qu'on voit essentiellement chez les sujets gastrictomisés. Donc, il n'y a plus de pylore, il y a le reflux
de liquide biliaire. L'estomac n'est pas prémuni contre l'agression des selles biliaires et donc il peut y avoir une réaction donc inflammatoire. On a également comme facteur de risque d'agression exogène, nous avons les ANS et l'alcool. Histologiquement, comment vous affirmez la nature chimique ou réactionnelle de cette gastrite? C'est par l'inflammation qui est superficielle avec hyperplasie fovéolaire. Fovéolaire, ça vient d'hyperplasie des cryptes. Donc, lorsque l'histopathologiste retrouve une hyperplasie des cryptes, vous avez donc une inflammation, une inflammation fovéolaire ou une hyperplasie fovéolaire en faveur d'une gastrite chimique ou réactionnelle. Le traitement, c'est la suppression du facteur agressif. Donc, chez un post-opéré, vous allez proposer des chélateurs des selles biliaires. Chez quelqu'un qui doit prendre des ANS, au cas par cas, ça va être des IPP, l'arrêt des ANS, etc. Et bien sûr, dans le cas de l'alcool, c'est la suppression du toxique. Alors, je passe à la gastrite physique ou gastrite. C'est une gastrite caractérisée historiquement par un infiltrement non aiguë avec des glandulaires qui aboutit à terme à une atrophie sévère. L'atrophie va toucher essentiellement la région phendique. Donc, si j'ai besoin de faire le diagnostic, je dois faire donc des biopsies au niveau de la région phendique. Ça ne sert à rien de faire des biopsies antrales ou du corps si vous recherchez une gastrite auto-immune type bière-mère. Alors, la cause de cette gastrite, donc elle tire son nom de son étiologie, c'est donc une gastrite donc auto-immune. Elle est caractérisée biologiquement par la présence d'auto-anticorps, donc il arrive quand on les recherche donc biologiques. Parmi les éléments qui vous aident à faire le diagnostic, vous avez l'association probable à d'autres maladies auto-immunes, telles qu'une thyroïdite auto-immune, une maladie de B7, une autre maladie auto-immune, lorsqu'elle est associée à cette gastrite, va vous aider à donc faire le diagnostic et éventuellement prendre en charge d'une façon globale votre patient. La physiopathologie, donc on l'a dit, elle est auto-immune. Il y a une production endogène d'auto-anticorps anticellules pariétales. Donc, il va y avoir la destruction de ces cellules, une destruction progressive, qui va aboutir à l'atrophie des glandes. Et ensuite, si on a une atrophie des glandes, on a une réduction de la sécrétion acide gastrique qui va aller vers la chlorhydrie. La chlorhydrie va, donc par les cellules G à gastrine, elles vont être stimulées, elles vont avoir l'information qu'il y a une achlorhydrie, ils vont aller hyperproduire de la gastrine. Donc, c'est des cellules endocrines qui vont produire une hormone qui est la gastrine. Et la gastrine, son boulot, c'est d'aller stimuler les cellules pariétales pour favoriser la sécrétion d'HCl. Mais par contre, les cellules sont déjà atrophiques. Il n'y a pratiquement plus de cellules. Donc, elles ne pourront pas restaurer la sécrétion acide gastrique, mais par contre, elles vont aller exercer cette activité ou cette stimulation sur d'autres cellules. Ces autres cellules, c'est des cellules endocrines qui sont les ECL, les cellules ECL, et à la longue, on a un risque de tumeurs carcinoïdes appelées ECLOM, donc qui seront stimulées par la gastrine, par cette hyperproduction de gastrine. Autre conséquence, c'est que le fait qu'il n'y ait plus, du fait de cette production d'anticorps antifacteurs intrinsèques, vous savez que c'est un élément qui est indispensable à l'absorption de la vitamine B12 au niveau de l'iléon terminal. Donc, il y aura une malabsorption de vitamine B12. Dans le foie, nous avons un stock de vitamine B12 qui peut nous faire tenir jusqu'à 5 ans. Mais lorsque ce stock est épuisé, s'installent donc les signes de carence en vitamine B12 et cette carence, elle va avoir différents symptômes. Nous aurons les signes d'anémie, mais nous aurons aussi des signes spécifiques à la carence en vitamine B12, essentiellement les signes neurologiques. Donc, il arrive
qu'en consultation de gastro-entérologie, on ne reçoit pas directement ces patients. Ils peuvent nous être adressés soit par des hématologues qui ont constaté une anémie mégaloblastique, soit par des neurologues qui prennent en charge des patients qui ont des troubles neurologiques, essentiellement représentés par le syndrome cordonal postérieur. Donc, c'est carrément des patients qui peuvent arriver jusqu'à une impotence complète. Donc, ils seront carrément dans des fauteuils roulants. Et lorsqu'on recherche l'étiologie, on va trouver cette carence en vitamine B12. Et l'avantage, c'est qu'ils sont capables de récupérer et de reprendre une vie normale. Par contre, sur le plan gastrique, il y a un risque qui est lié à l'atrophie. Puisque c'est une gastrite atrophique, vous comprendrez que l'évolution puisse se faire vers la métaplasie, vers la dysplasie, et donc il y a un risque d'adénocarcinome gastrique. Donc, devant une gastrite d'atrophie phandique ou gastrite auto-immune ou gastrite de type A, vous avez non seulement un risque d'adénocarcinome gastrique, mais aussi un risque de tumeur endocrine de type carcinoïde. Heureusement que le profil évolutif de ces tumeurs endocrines est extrêmement lent et donc on peut prendre en charge suffisamment précocement le patient lorsqu'elle se constitue. Le traitement, vous comprendrez qu'il n'y a pas de traitement spécifique de cette maladie. Par contre, il y a un traitement de supplémentation. Vous donnerez de la vitamine B12 chaque mois par voie intramusculaire et à vie. Et il ne faut pas oublier le volet surveillance de ces patients. Je passe donc aux gastrites chroniques avec lésions spécifiques. Donc, vous avez les gastrites granulomateuses. C'est lorsque vous repérez des granulomes, ou lorsque l'histopathologiste repère des granulomes inflammatoires dans le chorion. Donc, ce sont des amas de cellules lymphoïdes. Les étiologies, donc la première étiologie à laquelle on doit penser en Algérie, c'est la tuberculose. Mais sachez que la gastrite granulomateuse liée à la tuberculose est une entité extrêmement rare. Donc, lorsque vous tombez sur un granulome au niveau de la muqueuse gastrique, il faut tâcher de vérifier avec l'histopathologiste l'absence ou non de nécrose caséeuse et pour qu'il vous donne un peu plus d'éléments étiologiques. Il faut bien sûr rechercher les autres localisations. Autre cause donc non infectieuse, vous avez essentiellement la maladie de Crohn. Là aussi, c'est extrêmement rare d'avoir une gastrite granulomateuse liée à la maladie de Crohn, parce que déjà les atteintes hautes sont rares, surtout lorsqu'elles sont isolées. Vous avez les gastrites granulomateuses à corps étranger. Alors, ça peut être quelqu'un qui a avalé un os de volaille ou autre. Ça peut être aussi les épines de poisson. Il y a des gens qui mangent des poissons avec des épines de poisson qui peuvent aller s'incruster dans la muqueuse et il va y avoir une réaction à corps étranger qui peut être douloureuse, qui peut être symptomatique. Et lorsqu'on biopsie la zone en question, on peut avoir donc des granulomes à corps étranger. Les allergies alimentaires sont également une étiologie à évoquer. Maintenant, lorsqu'on ne retrouve aucune cause à la gastrite granulomateuse, on dit que c'est une gastrite idiopathique, idiot pour je ne sais pas, donc idiopathique jusqu'à ce que vous retrouviez l'étiologie probable de cette gastrite. Autre gastrite avec lésions spécifiques, vous avez les gastrites lymphocytaires. Donc, je vous avais dit qu'il fallait faire le compte des lymphocytes intraépithéliaux. Donc, les lymphocytes intraépithéliaux, lorsqu'ils sont supérieurs, ils sont nombreux, ils sont supérieurs à 30 par 100 cellules épithéliales, ça vous donne un aspect endoscopique assez typique qui est celui de la gastrite varioliforme, donc des surélévations ombiliquées au centre. Vous avez les gastrites chroniques à eosinophiles, donc c'est une gastrite généralement liée aux allergies alimentaires et qui va donner donc un infiltrat dense en polynucléaire eosinophile. Et enfin, la gastrite collagène qui va se caractériser par une épaisse couche collagène en dessous de la muqueuse. Là, j'ai terminé avec les gastrites chroniques. Donc, vous aurez plus de détails dans le cours version Gold que je vais vous transmettre dans les heures qui suivent. Je passe à la gastrite aiguë, aux gastrites aiguës, et donc vous verrez au fur et à mesure les différences qu'il y a avec les gastrites chroniques. Alors,
On avait dit que c'est une définition histopathologique, donc pour la gastrite aiguë également. Donc, c'est un état inflammatoire aigu de la muqueuse gastrique, mais là, on n'avait pas. Alors, contrairement à ce que je vous avais dit, et que affirmer le diagnostic, ça passe par l'histologie, mais vous verrez que, étant donné le contexte de la gastrite chronique, le diagnostic histologique n'est pas toujours requis parce que l'histologie va passer en second plan par rapport à la prise en charge du patient. Je m'explique donc plus tard. Quel est l'intérêt? Donc, toujours, ce sont des gastrites qui sont fréquentes, qui sont justement révélées par des complications, notamment l'hémorragie, la perforation. Donc ça, c'est une grande différence par rapport à la gastrite chronique. On avait dit, vous vous rappelez, que c'est des gastrites qui sont polysymptomatiques, voire asymptomatiques. Là, au contraire, le tableau clinique est plutôt bruyant. L'endoscopie haute, elle revêt un intérêt primordial. Elle permet de faire le bilan des lésions et donc un bilan précoce pour déterminer le pronostic et même guider l'attitude thérapeutique. Il y a de nombreuses étiologies, donc des infections, enfin des gastrites aiguës. Et enfin, l'importance, l'intérêt de la question, c'est de prendre en charge d'une façon précoce et de tâcher à prévenir ces gastrites. Alors, quelle est la physiopathologie? Vous avez vu dans le cours sur la maladie ulcéreuse l'importance de l'équilibre qui existe, de l'équilibre physiologique qui existe entre les facteurs de protection et les facteurs d'agression au sein de la muqueuse gastrique. Alors, les facteurs de protection, vous savez, c'est le mucus, les bicarbonates, la barrière épithéliale et le flux sanguin muqueux, entre autres. Les facteurs d'agression endogènes, ce sont les sécrétions gastriques chloridropeptiques et les sécrétions biliaires, etc. Et les facteurs locaux, ça peut être donc HP, les AINS, l'alcool, etc. et même le caustique. Donc, lorsque ces facteurs agressifs se mettent en jeu, il y a donc une rupture de cet équilibre entre les facteurs de protection et les facteurs d'agression, et ça va se faire en faveur donc d'une rupture de la muqueuse gastrique. Alors, comment ça se présente cliniquement? Je vous avais dit que contrairement aux gastrites chroniques, la symptomatologie est plutôt bruyante. Elle est peu spécifique, donc on peut le voir dans d'autres pathologies. Parfois révélée par une complication donc inaugurale, telle qu'une hémorragie ou une perforation. D'où l'intérêt d'un très bon interrogatoire, un interrogatoire qui doit être bien sûr précoce, voire l'interrogatoire de l'entourage si c'est un malade qui est inconscient. Alors, on a dit que l'endoscopie a un intérêt primordial, surtout lorsqu'elle est faite précocement, et elle doit être faite précocement. Elle permet donc d'établir un bilan lésionnel précis, parce que c'est des lésions qui sont labiles, elles disparaissent assez rapidement, surtout pour les lésions aiguës, liées au stress et liées aux AINS. Elle va vous permettre de faire des biopsies, mais pas systématiquement, comme je vous ai dit. C'est un contexte d'urgence, ce n'est pas ça la priorité. Et elle aura un intérêt dans la surveillance ultérieure. Les lésions que vous aurez, vous avez l'érythème, les pétéchies, les érosions, les ulcérations, et on peut retrouver, on peut objectiver une hémorragie active ou non. Lorsqu'elle n'est pas active, vous rechercherez les signes de saignement récent. Parfois, dans tous les cas, à chaque fois que vous décrirez des lésions endoscopiques, il faudra préciser la topographie des lésions et l'extension des lésions. Sur le plan histologique, on a dit que l'histologie n'est pas systématiquement réalisée, mais lorsqu'on l'a fait, on retrouve un épithélium qui est abrasé, il y a une altération de la mucosécrétion, de la desquamation, et au niveau du chorion, on a de la congestion vasculaire, de l'œdème, un infiltrat essentiel à polynucléaire neutrophile et pas de lymphocytes, ce qui affirme la nature aiguë de l'inflammation. Les étiologies, vous avez essentiellement plusieurs catégories d'étiologies. Dans les étiologies infectieuses, on a essentiellement l'infection HP. Vous savez que dans les infections HP, généralement, les infections passent inaperçues. Par contre, là, exceptionnellement, lorsqu'elles sont symptomatiques, elles sont bruyantes. Elles donnent des symptômes bruyants.
Pour ce qui est des autres agents infectieux, sachez que l'infection, elle touche essentiellement donc à CMV, à HSV, à parasites, à champignons. C'est des infections qui touchent essentiellement le sujet immunodéprimé ou bien le sujet qui fait, par exemple, qui est sous chimiothérapie, en tous les cas, un terrain immunodéprimé. Un sujet immunocompétent fait rarement des gastrites infectieuses de type aigu. Les causes iatrogènes, vous avez les AINS en chef de file, vous avez les corticoïdes, vous avez la radiothérapie. Les fameuses gastrites liées à la radiothérapie qui sont souvent pourvoyeuses d'hémorragie, donc ce sont souvent des gastrites hémorragiques. Les causes caustiques, je suppose que vous avez fait ou vous ferez le cours sur le caustique. Tout ce qui est appliqué sur l'œsophage peut être appliqué aussi sur l'estomac. Vous avez donc des lésions qui sont de gravité variable selon l'agent causal et l'endoscopie va préciser le type de lésion. Est-ce que c'est de l'érythème? Est-ce que c'est des ulcérations, des lésions de nécrose? Et l'extension de ces lésions au niveau de l'estomac va vous permettre et de l'œsophage va vous permettre de déterminer la prise en charge de votre patient. Est-ce que vous le libérez? Est-ce que vous le gardez? Est-ce qu'il arrête de manger? Est-ce qu'il peut manger? Est-ce que je le réanime? Est-ce que je le mets en réa? Est-ce que je le confie au chirurgien? Donc, vous voyez, la priorité n'est pas du tout d'aller faire des biopsies et il faut aller prendre en charge très rapidement votre patient. Parmi les causes toxiques, vous avez aussi les gastrites liées à l'alcool. Et enfin, je vous parlerai des gastrites aiguës liées au stress. Alors ça, c'est un point qui est très important parce que souvent, on parle de gastrite de stress, on pense au stress psychologique. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas quand on est stressé, quand on a un stress d'examen, ou quand on a un stress de coronavirus, qu'on va aller faire des lésions gastriques. Non. Alors le stress, ici, on a comme arrière-pensée le stress oxydatif. C'est le stress oxydatif dont on parle. Donc, vous voyez ici une liste, mais qui n'est pas exhaustive, de patients qui sont souvent pris en charge en réanimation. Donc, que ce soit les polytraumatisés, les traumas crâniens, les états de choc, les états de sepsis, les grands brûlés, les grandes insuffisances viscérales, ça, c'est des patients qui peuvent faire des lésions aiguës de stress. Pourquoi? Parce que lorsque il y a un état d'insuffisance viscérale quelconque, donc le sang oxygéné va aller vers les organes nobles. Et l'un des premiers territoires qui va être privé de sang oxygéné, ça va être le territoire splanchnique. Et il n'y aura pas que l'estomac qui sera privé de ce sang oxygéné, il y aura une vasoconstriction dans le territoire splanchnique et tous les territoires digestifs seront impactés de ce stress oxydatif. Donc, les patients qui sont hospitalisés en réanimation peuvent être conscients ou pas et peuvent présenter des lésions aiguës de stress qui peuvent même les amener à faire des complications hémorragiques, perforations, etc. Donc, ce qui est préconisé souvent, c'est d'administrer un traitement antisécrétoire préventif, mais il ne fait pas l'unanimité. Voilà. Le traitement, vous comprendrez que c'est les mesures d'urgence. Il faut bien sûr prendre en charge le patient sur tous les plans, beaucoup plus pour le réanimer. Les médicaments antibiotiques, non, pas de façon systématique, mais les antisécrétoires, oui, pourquoi pas. Bien sûr, supprimer l'agent gastrotoxique lorsqu'il existe, ou lorsqu'on l'a identifié. La chirurgie ne devrait être réservée qu'aux complications qu'on ne peut pas prendre en charge médicalement ou endoscopiquement. Et enfin, j'insiste sur le point préventif, donc très important, la prévention dans la prise en charge des gastrites aiguës. Savoir prévenir les complications, la survenue et la complication liées aux gastrites. Pour venir de notre cours, gastrites aiguës et les gastrites chroniques, aussi bien sur le plan histopathologique, on a vu les différences sur le plan clinique, sur le plan endoscopique, que c'est très important de faire un interrogatoire soigneux précoce du patient ou de son entourage. Il faut bien orienter les prélèvements que vous faites, aussi bien l'étiquetage que il faut donner les informations cliniques et biologiques. Il peut vous
vous devez surveiller votre enfant gastrique. Normalement, vous avez fait dans le cours précédent, je n'ai pas suivi, les thérapies recommandées pour l'éradication d'HP. Donc, la dernière conférence de Maastricht, c'est celle qui reprend donc, le plan de la prise en charge de l'infection Helicobacter pylori. Et dans les régions, selon qu'on appartienne ou non aux régions où il existe une résistance à la clarithromycine, élevée ou faible. Donc, vous voyez qu'il y a 2 lignées de traitement et en 3e ligne, il faut faire normalement un antibiogramme et donner un traitement en fonction des résultats de l'antibiogramme. Chez nous, on commence toujours par le traitement par amoxicilline et imidazole, mais c'est pas le traitement comme là où on donne 4 médicaments, donc 3 antibiotiques et les IPP, durée de traitement 14 jours. Vous l'avez sur cette plaque et vous l'aurez sur votre cours. Et enfin, le schéma en France. Voilà, j'ai terminé. Je vous très mauvaise. Voilà, je vais essayer de voir les questions. Alors, pourquoi dans la gastrite chronique diffuse, il y a une hyposécrétion acide et pas dans la gastrite entrale? Alors, dans la gastrite entrale, vous avez essentiellement de l'inflammation et très peu d'atrophie. Donc, c'est pour ça, il y a peu ou pas d'atrophie. C'est pour ça que la sécrétion acide, la sécrétion acide est maintenue. Donc, on peut avoir une sécrétion acide qui est normale, voire même un peu plus importante que la normale. Dans les gastrites atrophiques, par contre, c'est tout à fait normal que la gastrite s'accompagne d'une atrophie. Les gastrites atrophiques, donc il n'y a pas uniquement les allergies médicamenteuses. Donc, on me pose une question sur la gastrite à eosinophile. Il n'y a pas que la gastrite liée aux allergies alimentaires. Il y a aussi les gastrites liées aux parasitoses, essentiellement. C'est ça les 2 principales étiologies que vous devez retenir. Je n'ai pas compris la notion du tissu malt. Alors, c'est un tissu qui est acquis dans la muqueuse gastrique. C'est un tissu qui n'est pas inné, donc au niveau de l'estomac, et il est induit par HP, induit par Helicobacter pylori. Lorsqu'il est constitué, ce n'est pas une néoplasie en soi, mais il peut faire le lit du lymphome. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire comme ça en résumé. Y a-t-il une relation entre la gastrite et l'ulcère? Je n'ai pas compris cette question. L'un peut donner l'autre par rapport à HP. Alors, bon, je n'ai pas très bien compris la question, mais vous ne pouvez pas avoir une maladie ulcéreuse sans gastrite. Donc, il y a toujours une gastrite qui précède la maladie ulcéreuse. Voilà. La principale cause, c'est HP, et vous avez vu qu'on a parfois une gastrite atrophique multifocale qui va vous donner un ulcère gastrique, ou bien une gastrite entrale, où il n'y a pas d'atrophie, et vous aurez un risque d'ulcère bulbaire. Voilà. Bien sûr, il y a d'autres types de gastrite. Ça, c'est les 2 types principaux que vous devez retenir. On ne sait pas pourquoi on fait l'une ou l'autre. Vous avez vu qu'il y a un terrain génétique, puisqu'il y a des pays qui font telle ou telle forme plutôt que d'autres. Chez nous, il y a plutôt la gastrite entrale, donc liée à HP. Il y a aussi la souche de HP et il y a les facteurs environnementaux. Alors, vous pouvez réexpliquer la physiopathie de la gastrite auto-immune. Alors, la gastrite auto-immune est une maladie, je vous avais expliqué que c'est une maladie auto-immune. C'est une maladie auto-immune. Et le corps fabrique des anticorps anticellules pariétales et anti
anti-facteurs intrinsèques. Les cellules, les anticorps anti-facteurs intrinsèques vont aller empêcher l'absorption de vitamine B12 et vous aurez donc les symptômes liés à la carence en vitamine B12. Et les cellules pariétales vont être détruites par la constitution d'anticorps anti-cellules pariétales. D'où la chloridrie, d'où les conséquences liées à l'atrophie, donc de la dysplasie, le risque d'adénocarcinome. Et je vous ai parlé aussi de l'hypergastrinémie avec le risque de stimulation de cellules endocrines type ECL. Je crois que j'ai répondu à la plupart des questions. Alors, l'endoscopie est-elle indispensable dans le diagnostic des gastrites aiguës? Donc, finalement, est-ce qu'on fera une endoscopie à tout patient se présentant aux urgences pour nausées, vomissements et épigastralgie? Non, ce n'est pas en urgence. Vous avez les urgences d'endoscopie sont claires, elles sont connues, donc c'est l'hémorragie digestive, la gestion de caustique, la gestion de corps étrangers, etc. Là, ça ne change rien aux indications de l'endoscopie. Quand on parle de gastrite aiguë, ce n'est pas une urgence pour faire une endoscopie sur le champ. Il peut la faire dans la semaine et vous faites la biopsie, vous aurez qu'un infiltrat apomoléculaire neutrophile. Ce n'est pas aigu, ça veut dire immédiat. C'est des lésions qui se constituent en plusieurs jours, en plusieurs semaines. Par contre, il y a des étiologies autres comme les gastrites AINS, les gastrites alcooliques, etc. Ça, c'est des malades qui vont se présenter pour des douleurs atroces, pour des hémorragies digestives. Et là, vous êtes obligé de faire l'endoscopie, non pas par rapport à la douleur, mais par rapport à l'hémorragie ou par rapport à ce que présentera le patient comme problème, ou pour anémie, ou ce genre de choses. Voilà. Mais par contre, vous ne serez pas obligé d'aller faire des biopsies. C'est ça le message que je veux que vous reteniez. Autant dans la gastrite chronique, vous êtes obligé d'aller faire des biopsies pour connaître l'étiologie, pour affirmer la gastrite et pour connaître l'étiologie. Autant dans la gastrite aiguë, ce n'est pas indispensable. Surtout que dans certains cas, vous avez des hémorragies digestives. Et dans l'hémorragie digestive, vous savez, quand il y a du sang, c'est difficile d'interpréter les prélèvements. Je ne sais pas si j'ai tout vu. Alors, quels sont les facteurs qui favorisent le passage? Ce n'est pas le sujet, mais dans la majorité des cas des gastrites aiguës, elles n'évoluent pas vers la chronicité pour ce qui est de HP, mais la plupart des gastrites aiguës, la majorité des gastrites aiguës à HP passent inaperçues, donc cliniquement, et passent à chronicité. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Et HP, il a une manière de rester en quelque sorte dans la muqueuse gastrique. Il se maintient dans la muqueuse gastrique très très longtemps. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai pas très bien compris la question, je ne sais pas si j'ai bien répondu. En tous les cas, il y a des questions sur lesquelles je pourrais répondre par écrit. Je suis désolée pour la connexion qui est très mauvaise. J'aurais dû la faire à l'hôpital parce que c'est fixe. En tous les cas, vous aurez plus de détails sur le cours Word. Et en tout cas, je vous remercie. À bientôt. Voilà, au revoir.